Voici deux modèles urbanistiques. Un modèle à forte densité et un modèle à faible densité. Selon vous, quel est le meilleur modèle? Celui à faible densité ou à forte densité? Il faut savoir que pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment le choix. La taille des villes était limitée dans leur étendue, principalement par les moyens de transport. Le moyen de transport le plus utilisé avant l'ère industrielle était de se déplacer à pied. Ce qui explique pourquoi les petits villages en Europe sont à une même distance moyenne des uns des autres, car les paysans allaient cultiver leurs champs à pied. Au centre de ces petits villages, il y a un village plus important, qui va regrouper les commerces et artisans qui ne sont pas utilisés quotidiennement par la population des terres alentours. Par exemple, les gens ne vont pas voir le forgeron tous les jours, mais quelques fois par année pour acheter ou réparer un outil. Donc il ne peut pas y avoir de forgeron dans tous les petits villages. La population est trop faible pour que celui-ci vive de son métier. Il va donc s'installer dans un village plus important, qui desservira l'ensemble des habitants des alentours. Au centre de la région, on aura une ville, qui regroupera les autorités des terres alentours, et des artisans et des commerces plus rares, auxquels les habitants de la région seront prêts à faire de plus longs trajets pour les fréquenter, car c'est un déplacement qui n'arrive que 1 ou 2 fois par année. Au XVIe siècle, il fallait environ 30 minutes pour traverser Paris, de bout en bout. Par conséquent, les plus hauts revenus habitaient dans le centre de la ville. D'autre part, la hauteur des bâtiments était limitée par les matériaux de construction et par l'absence d'ascenseurs, ce qui faisait que les bâtiments dépassaient rarement plus de 3 étages. Une configuration qui faisait que les plus riches vivaient au premier étage du centre-ville et les plus pauvres au dernier étage de la périphérie. Encore aujourd'hui, on peut retrouver cette configuration, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, qui ont connu un développement urbanistique à l'ère industrielle. Une configuration avec de riches banlieues pavillonnaires et un centre-ville très dense, composé de gratte-ciel pour les bureaux et d'immeubles pour les bas revenus. New York est connu pour ses gratte-ciel, mais la majorité de la ville est composée de bâtiments à faible densité de population. New York est la première grande ville américaine en termes de densité de population, mais pour une ville européenne, elle ne serait qu'au niveau de la ville de Lyon, bien en dessous de Paris. Washington est la capitale des États-Unis, avec une densité de population d'à peu près 4300 km². En termes d'embouteillage et de transit pendulaire, c'est la pire ville des États-Unis après Los Angeles, bien que Washington soit seulement la 6e zone métropolitaine la plus peuplée des États-Unis, et Los Angeles la 2e. La qualité des transports publics pourrait expliquer cette situation, mais la qualité des transports publics est liée à la densité de la ville. Pourquoi Washington a une densité aussi faible? La raison est que les normes en matière de construction n'ont que très peu changé depuis le 19e siècle, ce qui fait que le bâtiment le plus haut de la ville est l'obélisque du Washington Monument. A l'inverse, Hong Kong est la ville où la hauteur moyenne des bâtiments est la plus élevée au monde. Ceci s'explique par la position géographique particulière de Hong Kong. La ville est sur un territoire montagneux, limité au nord par la frontière chinoise et au sud par l'océan, obligeant la ville à se développer en hauteur plutôt qu'en largeur. Dans les années 90, un nouvel aéroport international a été construit, en créant et purement simplement une île artificielle, car aucun terrain n'était disponible pour une telle infrastructure. Dans les villes qui n'ont pas les contraintes de Hong Kong, les zones urbaines s'étendent simplement sur les terrains alentours. C'est l'étalement urbain. Et cet étalement urbain n'est pas sans conséquence sur la santé et l'environnement. La conséquence la plus directe est l'augmentation du temps de transit pendulaire. Celui-ci n'a fait qu'augmenter depuis les années 1950. Chaque semaine, un Européen ou un Américain moyen passe 4 à 5 heures en transit pendulaire, que ce soit dans sa voiture ou en transport en commun. Plusieurs études montrent que de longs trajets pendulaires ont un impact sur le stress et la santé mentale de manière générale. Réduire le temps de trajet pendulaire sera un des moyens les plus faciles pour réduire le stress lié au travail, en plus d'être la première cause d'embouteillage dans les villes, et donc un facteur de pollution et de consommation en carburant important. L'augmentation des trajets pendulaires n'est pas la seule conséquence de l'étalement urbain. Là où construire en hauteur est essentiellement à la charge du promoteur immobilier, l'extension de la ville à l'horizontale est essentiellement à la charge du contribuable. La construction des routes, des canalisations, du réseau électrique et des transports publics sont des dépenses publiques. D'autant plus que l'efficacité et le coût des transports publics sont liés à la densité de population. Plus une zone est densément peuplée, plus les usagers des transports publics seront nombreux. En conséquence, plus cette ligne sera rentable et la fréquence des bus et métros sera importante. Si la densité de population est trop faible, créer une ligne de bus ou de métro est trop peu rentable, ce qui fait que les gens sont contraints d'utiliser leur voiture. L'étalement urbain a pour conséquence d'augmenter le coût des transports publics et de réduire leur efficacité. L'efficacité des transports publics n'est pas la seule chose affectée par l'étalement urbain. Les canalisations d'eau le sont aussi. Une étude canadienne de 2009 a montré que 25% de l'eau potable de la province d'Ontario, soit l'équivalent de 131 000 piscines olympiques, était gâchée chaque année à cause des fuites d'eau dans les canalisations. Quand on a une fuite d'eau chez soi, la chose à faire n'est pas compliquée, on appelle le plombier et il vient régler ça.
Quand c'est le réseau public qui est affecté, des années peuvent s'écouler avant que la fuite ne soit détectée. Et la réparation nécessite de bloquer la circulation, d'ouvrir la route, puis de la refermer. L'entretien du réseau d'eau courante a un coût très important. La nécessité de densifier les zones urbaines est quelque chose qui est peu comprise ou acceptée par la classe politique et la population. Quand Joseph Pulitzer fit construire ce qui est connu aujourd'hui comme le Pulitzer Building à la fin du 19e siècle, un des premiers gratte-ciel new-yorkais, ce n'est pas pour des questions écologiques, c'est simplement parce que celui-ci avait besoin de place pour les locaux de son journal. Et plutôt qu'acheter un large terrain en périphérie de la ville, construire en hauteur au centre-ville était plus rentable. C'est le principal facteur qui pousse à construire en hauteur, rentabiliser la valeur du terrain. Si Washington n'a connu quasiment aucun changement dans ses réglementations urbanistiques depuis le 19e siècle, New York en a connu des centaines. Après chaque vague de construction de gratte-ciel, une vague de riches propriétaires mécontents font pression pour mettre en place des régulations limitant les constructions. Car chaque fois que des gratte-ciels sont construits, les riches qui possèdent les immeubles voisins subissent une perte de la valeur de leurs biens immobiliers, à cause d'une diminution de l'ensoleillement et de la vue panoramique. Cela dure jusqu'à ce que les prix de l'immobilier deviennent invivables, et que la ville soit contrainte par les promoteurs immobiliers d'assouplir les régulations en vigueur. Un ping-pong législatif qui contribue à un développement incohérent de la ville. Entre 1916 et 1960, la législation new-yorkaise sur les constructions fut amendée 2500 fois, avec des absurdités. Par exemple, les galeries d'art à buts commerciaux étaient interdites dans les zones résidentielles, mais autorisées dans les zones industrielles. Et les galeries d'art à buts non commerciaux étaient autorisées dans les zones résidentielles, mais interdites dans les zones industrielles. Les deux types de galeries sont autorisés dans certaines zones commerciales, mais interdites dans d'autres. Le développement des villes se fait souvent dans une succession d'initiatives privées, puis de réactions des autorités de la ville, conduisant à un développement anarchique. Il arrive quelquefois dans l'histoire où les réglementations et l'argent ne sont pas un problème, et où il est possible de suivre un plan urbanistique idéal. En 1631, le cardinal de Richelieu, au sommet de sa puissance, fit construire sa cité idéale en Indre-et-Loire. La ville de Richelieu est un modèle de l'architecture du XVIIe siècle, constituée d'hôtels particuliers suivant un plan géométrique harmonieux. Alors que les autres villes de France sont victimes de leur héritage médiéval, des rues tortueuses, étroites, insalubres et des bâtiments délabrés. Il faut attendre le XIXe siècle avec Napoléon III pour que la ville de Paris puisse s'affranchir de son passé médiéval. Sous la direction du baron Haussmann, un grand projet de rénovation de la ville est entrepris. Les rues en zigzag furent rasées pour faire place à de larges boulevards. La hauteur moyenne des habitations fut élevée de 10 mètres, laissant place à la ville de Paris qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, depuis le XIXe siècle, les progrès en matière d'urbanisme sont restés timides. La construction de la tour Montparnasse, en 1973, a entraîné une contre-réaction, figeant la ville dans son état actuel. Paris n'est pas la seule ville touchée par ce problème. Toutes les villes européennes sont plus ou moins touchées. Avec des prix de l'immobilier toujours plus élevés, les habitants les plus modestes sont toujours repoussés plus loin dans les périphéries des villes, aggravant les problèmes de l'étalement urbain. Il est plus facile de ne rien faire que d'affronter la colère de propriétaires qui se voient lésés à cause de grands projets de rénovation urbanistique. Mais l'inaction ne fait que repousser les problèmes à plus tard. Et ces problèmes deviennent de plus en plus graves avec le temps. Une ville n'est pas un musée, c'est un organisme qui évolue. En voulant empêcher ou en négligeant son développement, on n'entraîne que des malformations.